Merci. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de la relation participant-médecin dans le cadre de l'essai ANRS-Hypergay du point de vue du regard des médecins. Donc pour contextualiser, quand je vais parler de notre étude et de nos résultats, je parlerai de participants et de relations participants-médecins, parce que d'une part, c'était des personnes qui étaient volontaires pour participer dans un essai clinique, donc ça leur conférait un statut de participant, et d'autre part, parce que parmi les médecins interrogés, certains n'étaient pas à l'aise avec le fait d'appeler les participants des patients, car on est dans un contexte de prévention. Par contre, quand je parlerai de la relation patient-médecin dans la littérature ou dans un cadre plus général, je prendrai bien le terme patient. Donc, dans le cadre de la PrEP, la relation patient-médecin est basée sur la prévention des risques d'infection par le VIH chez des personnes séronégatives. C'est donc une relation de prévention médicale. La littérature scientifique nous a déjà montré que la relation patient-médecin fait partie des facteurs qui peuvent influencer l'adhérence au traitement et donc l'efficacité de celui-ci. Dans le cadre de la PrEP, on ne dispose pas d'informations sur cette relation. Donc l'objectif de notre étude, c'était d'étudier la perception de la relation participant-médecin au travers 18 entretiens qualitatifs réalisés avec des médecins participants à l'essai ANRS-Hypergay pendant la phase ouverte, donc entre 2014 et 2016. Donc pour rappel, cet essai avait pour but d'étudier l'efficacité de la PrEP à la demande chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes fortement exposés à un risque d'infection. Dans le cadre de l'essai, les participants rencontraient les médecins tous les 2 mois pour le suivi médical. L'analyse des entretiens s'est faite par une analyse thématique de contenu manuel qui nous a montré que la relation participant-médecin pouvait être décrite à travers 4 grands thèmes. Donc, dans le premier thème, vécu de la relation, les médecins ont déclaré que les participants étaient très actifs dans cette relation, ce qui la rendait beaucoup plus partagée et moins hiérarchique que dans leur consultation clinique habituelle. Dans le second grand thème, confiance et non-jugement, les médecins ont souligné l'importance de ces 2 éléments pour pouvoir aborder les pratiques sexuelles et la consommation de drogue dans un contexte préventif. Dans le troisième thème, donc climat relationnel positif, les médecins ont rapporté que les moyens qui ont été mis à leur disposition dans le cadre de l'essai, donc notamment au niveau des horaires qui étaient adaptés à cette population et des durées de consultation qui pouvaient être très longues, leur a permis d'apporter un suivi très personnalisé aux participants et ça a favorisé le développement d'un climat relationnel très positif pendant les consultations et une forme d'attachement entre les participants et les médecins. Et enfin, dans le dernier thème, les médecins ont rapporté qu'une proximité en termes d'âge, de sexe et d'orientation sexuelle était facilitatrice des échanges durant les consultations. Donc, l'attention qu'ont pu comporter les médecins à la confiance et au non-jugement vient illustrer l'évolution du statut de médecin qu'il a eu pendant l'essai, avec un statut qui a évolué de prescripteur à celui d'accompagnateur. Le design de l'essai a aussi favorisé une personnalisation des soins dans un environnement hospitalier qui est habituellement très standardisé. L'analyse du discours des médecins a aussi mis en évidence 2 conceptions différentes du patient. Donc, pour certains, le terme patient était réservé à toute personne ayant une maladie, alors que pour d'autres, à partir du moment où on consulte un médecin, on est un patient. Et on peut voir que ces 2 conceptions différentes recouvrent des pratiques professionnelles antérieures à l'essai divergentes. Donc, la plupart des médecins qui ont déclaré que le fait de consulter un médecin conférait le statut de patient étaient majoritairement des médecins généralistes dans notre essai et ont déclaré déjà avoir une relation partagée et équilibrée avec leurs patients. Alors que pour les autres médecins que nous avons rencontrés, ça a souvent impliqué de nouvelles pratiques professionnelles et c'était plutôt des médecins qui étaient spécialistes en infectiologie ou en médecine interne. Donc par rapport à leur pratique avant l'essai, la relation dans le cadre de la PrEP, donc plus partagée et moins hiérarchique, était une nouveauté ou non. Donc en conclusion, dans le cadre de cet essai, les participants venaient consulter pour avoir accès à un outil de prévention qui nécessitait un suivi régulier avec un médecin, donc pour discuter de l'adhérence, des effets secondaires, des comportements sexuels et pour réaliser différents dépistages. Donc entre ce cadre-là et le fait que nous sommes dans un contexte préventif, l'approche patient comme partenaire semble la plus adéquate pour optimiser le suivi et l'utilisation de la PrEP. Dans cette approche, le patient est considéré comme un membre à part entière de l'équipe soignante qui vient apporter son expertise profane et expérientielle.
Et enfin, la prescription de la PrEP, par le changement de pratique professionnelle qu'elle peut impliquer, peut conduire à une évolution de la relation patient-médecin et à une réflexion de la part des médecins sur leur rôle auprès des patients. Je vous remercie, je remercie tous les participants de l'étude et le personnel qui a participé dans cet essai et dans cette étude. Merci. Merci beaucoup Marion pour cette étude très intéressante une fois de plus. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi j'avais une petite question triviale en attendant. Quelle est votre formation et quelle a été votre implication dans la réalisation de ces entretiens ? On n'a pas très bien compris l'articulation, si c'est vous qui les avez menés. Oui. D'accord. Oui, donc moi je suis doctorante en psychologie sociale et du coup c'est moi qui ai mené l'étude de prescripteur dans l'essai Hypergay. Donc c'est moi qui ai rencontré les médecins et qui a réalisé les entretiens avec eux. 18 différents, c'est ça ? 18 entretiens, 18 médecins sur la trentaine qui ont participé à l'essai. Et si j'ai bien compris, mais j'ai peut-être, c'est les médecins généralistes finalement qui sont plus proches entre guillemets, qui utilisent moins le terme patient, ou c'est les spécialistes ? C'est l'inverse. Finalement, c'est les médecins généralistes qui utilisent. Oui, pour eux, ce sont des patients comme les autres, mais les médecins généralistes sont aussi plus habitués à avoir des consultations de prévention, que ce soit avec les femmes qui viennent consulter pour la prescription d'une contraception. D'accord. Donc, c'était pas nouveau pour eux d'avoir des patients dans le cadre de la prévention, contrairement aux spécialistes. Ok, c'est très clair. Alors, du coup... Oui, j'ai une question. Voilà. Bonjour, merci pour votre présentation. Par rapport à ce que vous dites sur le fait que les médecins qui ont des proximités d'âge, de sexe et d'orientation sexuelle avec les patients, ils rapportent une meilleure relation avec eux. Est-ce que ça ne voudrait pas dire aussi que c'est aussi l'approche communautaire qui a fonctionné ? Et est-ce que vous avez d'autres éléments que vous pouvez expliciter par rapport à ce qu'ils rapportent vis-à-vis de ça ? Alors oui, d'une part, clairement, pour les médecins qui ont déclaré pendant l'entretien qu'ils appartenaient également à la communauté HSH, donc ils ont dit que clairement c'était vraiment facilitateur parce qu'ils connaissaient la communauté, les pratiques, donc ils étaient au courant de ce qu'ils faisaient, ils pouvaient questionner sur certaines pratiques que les médecins ne pouvaient pas avoir connaissance, donc ça très clairement. Après, il y en a aussi qui ont rapporté que c'était plus simple d'avoir le même âge ou le même sexe parce qu'il y avait moins de barrières pour parler de sexualité. Et aussi, donc, dans Hypergay, il y avait un volet communautaire très important. Et les médecins ont déclaré plusieurs fois dans les entretiens qu'eux aussi, ils ont réussi à changer de pratique et de regard pendant les entretiens grâce à leur lien avec les accompagnateurs communautaires. Donc, il y a aussi une influence des pairs éducateurs sur les médecins et sur leurs pratiques durant les consultations avec les participants. Ah, une question, c'est Zoé ? Non, j'arrive pas bien à voir. Une question derrière. Ah non, plusieurs questions. Alors, la personne qui a le micro. Alors, moi, la personne qui a le micro. Oui, Daniela Rojas Castro, directrice de la recherche communautaire à Coalition Plus. Donc, j'avais juste deux remarques. Parlez bien dans le micro, on entend. Oui, la première, c'est qu'il manque le logo d'aide qui a été très impliqué dans l'étude. Et en deuxième lieu, je voulais justement rebondir comme Mathieu sur la question de l'accompagnement communautaire et sur l'impact que ça avait eu forcément avec les liens avec les médecins et avec les patients. Et voilà, et que ça, je pense que ça doit être tenu plus en compte dans l'analyse globale de cette étude. Enfin, mais on a déjà discuté sur ça, mais je voulais quand même rebondir à ce sujet. Merci beaucoup. Il y avait une question peut-être derrière, c'est ça ? Excusez-moi, après on va essayer. Oui, c'était plus un commentaire qu'une question, mais juste parce que participants patients, on reste toujours dans un contexte soit clinical ou de recherche avec participants. Donc j'entends beaucoup de soit utilisateurs de PrEP ou on peut même amener une PrEP champion qui est vraiment commune dans la communauté d'advocats pour la PrEP. Donc juste ça. Alors, il y a juste une question, si vous pouvez passer le micro au deuxième rang, là, comme la dernière fois, le monsieur n'a pas pu poser sa question. Caliste Alom, chargé de programme éthique et recherche au RAID. En fait, c'est un commentaire que je vais faire parce que je crois que le problème de terminologie est lié au fait que les médecins généralistes n'arrivaient pas à se défaire d'une démarche de soins à une démarche de recherche. Parce que vous pouvez être bien un patient, mais à partir du moment où vous êtes dans une démarche de recherche, ça veut dire vous participez à répondre à une question de recherche. C'est pourquoi moi j'ai beaucoup apprécié le fait qu'à la fin,
la présentatrice de ce travail a dit « Nous remercions les participants à l'étude parce qu'ils ont contribué à produire une réponse à une question de recherche, ce qui est différent lorsqu'on est dans une démarche de soins. » Moi, j'avais juste une dernière question. Ce qui me taraude toujours en tant que prescripteur de PrEP, est-ce que finalement la terminologie patient, consultant, utilisateur, est-ce qu'elle est très impactante? Est-ce qu'elle a une réelle importance pour la personne qui vient à la consultation PrEP? Ou est-ce que c'est plus une question de prescripteur? Je ne sais pas si je suis clair. Parce qu'il y a souvent ce débat, mais est-ce que ce débat, qui a raison finalement, le généraliste ou le spécialiste ou... Alors, je ne sais pas si quelqu'un a plus raison que l'autre. Après, tout dépend ce que représente le terme patient pour chaque personne. Donc moi, là, j'ai interrogé que les médecins, donc c'était plus un débat entre prescripteurs. Après, hors études, c'est vrai que dans le cadre de la PrEP, il y a quand même une mobilisation de la communauté qui est très forte et qui est en demande. Ça leur donne quand même un rôle très actif qui peut un peu diverger avec la conception du patient. Donc je pense que c'est assez intéressant de les dénommer plutôt utilisateurs, d'essayer de trouver un autre terme qui correspondrait mieux à cette situation. Parfait. Bon, mais au moins c'est très clair. Merci beaucoup encore une fois, je crois qu'on peut vous applaudir. Donc on va passer à la communication suivante. Alors, prépare Marocco. PrEP, ah oui, d'accord. PrEP Marocco. Expérience pilote d'acceptabilité de la PrEP par les populations clés au Maroc.